Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hello tout le monde. Compagnie de Women Invest. Donc pour tous ceux qui ne nous connaissent pas, je m'appelle Laurent Boutillier, j'ai 37 ans et je suis investisseur depuis 2001. Je vis actuellement de mes revenus et je suis en couple avec Women Invest. Voilà, qui a 38 ans, conseiller en gestion de patrimoine. Et on est à la tête d'une petite tribu de 3 enfants. 3 enfants. À savoir également pour Du ceux boulot. qui ne nous connaissent pas, on est spécialisé, enfin notre stratégie en tout cas, dans les immeubles de rapport. Exactement, on est spécialisé dans les immeubles de rapport. On est actuellement à Los Angeles, on est à Marina del Rey, c'est ça? Exactement. On est au port, juste là, vous pouvez voir derrière nous. On essaiera de vous mettre quelques petites vidéos, quelques petites photos en cette fin de vidéo. Dans cette vidéo, de quoi on va parler? Eh ben, on va parler de la gestion des conflits. Exactement, gestion Notamment des conflits. dans l'immobilier, forcément. Parce que tu le sais, quand on fait de l'immobilier, forcément, à un moment donné, on rencontre des problèmes. Et oui, parce que il est évident qu'à force d'investir, vous êtes forcément confronté un jour ou l'autre à des problématiques, des impondérables que vous n'avez pas forcément pris conscience, on va dire, au démarrage, et pourtant ils existent. Donc bah voilà, c'est de savoir investir, c'est une chose, mais il faut avoir conscience des problèmes qui peuvent être rencontrés. Exactement, premier problème dont on va parler, ça va être sur les locataires. Donc ça va être sur les impayés locataires. Les coûts, qu'est-ce que ça peut vous coûter? Donc il faut savoir qu'effectivement, quand vous allez acheter des biens immobiliers, vous allez forcément un jour tomber sur un locataire qui ne paye pas. C'est possible en tout cas. Ça fait partie Voilà. du jeu. Oui. Le fait d'avoir un locataire qui ne paye pas, ça va vous coûter de l'argent. Donc il va falloir avoir une stratégie qui va être disposée par rapport à ça. Donc en première chose, un locataire qui ne vous paye pas, sur lequel vous touchiez de la CAF, hein, des aides, il va falloir qu'on le déclare, ça c'est ça? Exactement, donc il faut déclarer comme quoi le locataire ne paye pas auprès de la CAF. Donc vous avez un site, d'ailleurs ils ont mis en place un nouveau site justement pour les bailleurs. Donc il faut le déclarer, suite à ça vous allez recevoir un courrier donc stipulant de la mise en place, enfin du moins s'il y a eu un arrangement à l'amiable qui a été fait avec le fameux locataire en question, et vous avez un temps donné, donc c'est quelques mois, pour pouvoir y répondre. Passer ce délai, en fait ce qui se passe c'est que les APL ne seront plus versés. Donc en fait l'APL ne va pas être arrêté de suite. D'accord, mais par contre ce qui se passe c'est qu'on n'a plus le loyer du locataire, on déclare, on ne s'est pas mis d'accord avec lui, donc on n'a plus de rentrée d'argent de la partie, donc la proportion du locataire, et en plus on ne touchera plus la partie de la CAF, hein, c'est ça? Exactement, a posteriori, alors tout ne se fait pas à l'instant T, donc c'est pour ça qu'après il ne faut pas non plus tarder à mettre en place ces démarches, justement dans ces cas-là d'expulsion si aucune entente n'a été trouvée entre le bailleur et le locataire, c'est important. Donc il va falloir aller vite. Deuxième coût, ça va être le coût de l'huissier, car effectivement si le locataire ne paye plus, on déclare tout à la CAF, on aura envoyé une lettre de relance, une mise en demeure, et derrière ça va être un commandement de payer. Donc là c'est faire appel à un huissier, le coût c'est commandement de payer entre 250 et 350 € pour un commandement de payer. C'est-à-dire qu'on va demander au locataire à travers un huissier, on va lui laisser 60 jours pour pouvoir régler la totalité de sa dette. Ce qui veut dire qu'on va encore dépenser de l'argent, mais ça fait partie du décor, encore une fois, en tant qu'investisseur, il va falloir le faire. Donc deuxième coup. Et troisième coup, la trêve hivernale. Et oui, donc en fonction de quand va se passer cette problématique, c'est vrai que si vous tombez pendant la trêve hivernale, de toute façon c'est mort, il faudra attendre le 1er avril pour pouvoir espérer en tout cas que le locataire puisse partir. Voilà. Donc ça veut dire que 1, il va falloir se passer des aides, 2, il va falloir engager de l'argent pour un huissier, et 3, il va falloir patienter. Si vous êtes dans le calendrier de la trêve, et ben pendant ce temps-là, même si on a une mesure d'expulsion qui est prononcée au tribunal, il faudra attendre de toute façon qu'on sorte de cette trêve. Puis il y a toute cette procédure de toute façon qui prend forcément quelques mois, hein. Entre le moment où vous faites la mise en demeure et le moment où la personne est expulsée, ça ne se fait pas du jour au lendemain, Non, bien évidemment, il y a tout un process. Il y a un jugement au tribunal, en l'occurrence nous c'est le cas à l'heure actuelle, et on attend le jugement, il me semble que c'est fin mars. Fin avril même. Ouais.
ou avril, de façon à avoir le retour et pouvoir sortir le locataire qui ne paye pas. Et en l'occurrence, nous, c'était un locataire, enfin c'est une femme qui est de mauvaise foi et voilà. On va le voir juste après d'ailleurs, les locataires de mauvaise foi. Deuxième cas, ça peut être également donc un locataire qui, pour le coup, disparaît. Nous, ça nous est arrivé, c'est pour ça qu'on voulait vous en parler dans cette vidéo. Un locataire qui, du jour au lendemain, nous envoie un texto en disant « je me barre, je me tire, c'est fini » et plus d'image. Non, donc en l'occurrence, c'était un locataire qui nous payait, hein, donc on n'a jamais eu de problème d'impayé. Et puis un jeudi matin, donc c'était il y a d'ailleurs 2-3 semaines de ça, je reçois un SMS m'informant du fait que il déposait les clés dans la boîte aux lettres. Bon, en plus il avait quand même les clés de la boîte aux lettres, donc on a réussi à ouvrir quand même, pour nous signifier qu'il quittait, qu'il pourrait plus payer le loyer, que c'était compliqué, etc. Blablabla. Donc on a récupéré le logement et puis patatram, c'est un logement qui était dans un état très sale. Donc au niveau des coûts, quand un locataire disparaît, plusieurs possibilités, soit vous faites un contrôle d'huissier que le locataire est parti et a tout quitté, ou alors vous pouvez demander également ce qu'on a fait, nous, une attestation, enfin un état des lieux de sortie signé du garant. Auprès du garant, ouais. Parce qu'on n'avait plus aucune nouvelle de ce fameux locataire malgré les relances, de façon que les choses soient quand même clean en ce qui nous concerne. On a vu avec le garant et puis on a pu récupérer l'appartement. Alors donc dans les coûts, ça prend du temps. Deuxièmement, il a fallu prendre une femme de ménage pour pouvoir nettoyer intégralement l'appartement. Autre chose, il faut également faire des travaux, c'est-à-dire que l'appartement il était dans un état où il fallait refaire la peinture, il fallait refaire la salle de bain, la porte de la douche elle était complètement explosée, ouais, les toilettes étaient bouchées. D'ailleurs on va vous mettre tout de suite maintenant une petite vidéo pour que vous puissiez voir l'état de l'appartement dans lequel comment on l'a retrouvé. Et puis on se retrouve juste après pour en parler. C'est parti. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, l'état de l'appartement, vous avez que les images, hein, parce que nous, on avait aussi l'odeur. Alors ça fait partie du décor, hélas, hein, vous avez des personnes qui sont très précieuses et qui au contraire vont rendre l'appartement limite même plus propre qu'ils l'ont eu au démarrage. Et puis vous avez les fameux autres locataires qui ont, on va dire, un savoir-vivre qui est différent et fait que derrière ça engendre quelques travaux de rénovation. Donc dans le cadre du locataire qui disparaît, ça va être pareil huissier, ou alors si vous mettez d'accord avec le garant, ça va être derrière femme de ménage, ça va être des travaux pour pouvoir, repeindre l'appartement, changer peut-être les sols. Nous c'était donc porte de douche, vous avez vu les images un peu. Il a fallu changer le rond des toilettes parce que il n'était pas en forme. Clic-clac aussi, qui était pour autant neuf. Clic-clac pourri alors qu'on l'avait mis, il a duré combien de temps? 5-6 mois quoi. Il y était depuis le mois d'août. Donc ouais, c'est ça, à peu près 6 mois. 6 mois et le clic-clac. Alors le clic-clac, on l'avait acheté chez But. On avait acheté ça, je sais plus combien, 300 balles. Et puis si on voulait changer simplement la mousse et la couverture qui va par-dessus, là, la housse, c'était aussi cher que le clic-clac. Oui. Donc finalement, il a fallu en racheter un. Voilà, donc ça a des coûts. Donc c'était le deuxième exemple. Sur le troisième exemple, locataire de mauvaise foi, tout à l'heure où Meninvest elle en parlait, et on en a. Sur les locataires de mauvaise foi, déjà la première des choses à faire, c'est qu'il va falloir écrire. Vous ne pouvez pas vous permettre, il n'y a pas de dialogue. Hein. Ah non. Non, parce que c'est beaucoup, enfin en l'occurrence nous c'est souvent parfois des mensonges où on nous fait croire des choses mais il se passe rien, donc on est derrière, c'est fatigant, je pense pour tout le monde. Du coup ce que l'on fait nous c'est d'envoyer des recommandés mais également courrier simple, parce qu'il s'avère que ce genre de personne en général ne va très rarement récupérer les recommandés à la poste. Par contre des courriers simples en général il les reçoit. Ouais, parce que c'est les mêmes qui ont
qui commandent sur Amazon en masse et sur Internet. Donc ils vont dans leur boîte aux lettres quand même chercher le courrier. Donc les recommandés, ils vont pas les chercher à la poste. Mais par contre, les courriers simples, du coup, ils les ont. Et comme ils sont curieux, ils ont tendance à les ouvrir. Donc il va falloir, effectivement, pour les locataires de mauvaise foi, il va falloir écrire, recommander, plus derrière huissier. Hein, pareil, il va falloir mettre en place très vite la procédure. Donc les locataires de mauvaise foi, ça vous prendra beaucoup de temps. Le temps, c'est de l'argent. Et puis des frais comme les frais de la poste et les frais d'huissier. Alors les solutions qu'on peut mettre en place, déjà la première des choses au niveau des solutions, c'est l'état d'esprit que vous devez avoir. Il faut bien que vous vous rassuriez, parce que c'est vrai que nous on a deux comportements complètement différents face à ces événements. Moi je vais avoir tendance à relativiser. J'ai vraiment pris conscience que ça faisait partie du décor. Aujourd'hui un locataire qui paye et le même qui ne paye plus au bout d'un mois, c'est quelque chose qui ne m'étonne plus. Pour avoir une société auparavant, et pour avoir fait du recrutement, je suis tombé sur des très bons au niveau des salaires, il n'y avait rien à dire. Je suis tombé sur des gens qui étaient tellement motivés à la base que le soufflet, il est redescendu aussi vite. Et après avoir été embauché, il n'y avait plus de son, plus d'image. Les locataires, c'est pareil. Hein, quand ils viennent visiter, c'est les plus safe. Hein, avec eux, il n'y aura aucun problème. Ils sont motivés, ils sont tous propres, ils sont tous maniaques hein, au moment d'arriver dans les locaux. C'est-à-dire qu'au moment où vous faites visiter votre appartement, ils savent vous dire où est-ce qu'il manque un petit peu de peinture ou où est-ce qu'il y a un petit carrelage qui est de travers. Par contre, quand ils vous rendent l'appartement, on ne les voit plus ces défauts parce qu'il y en a tellement que ceux-ci sont devenus tellement petits. Donc, clairement, ça fait partie du décor. Il faut avoir un mindset qui fait que vous devez savoir que vous allez passer par ces étapes-là. Je sais que toi, de ce côté-là, quelquefois, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est tellement tes logements, tes appartements, que tu as du mal à voir comment ils deviennent. Quoi. Oui, et ce que moi je ne supporte pas, mais ça fait partie de mon caractère, je ne supporte pas le mensonge. Donc forcément quand on me ment c'est compliqué en fait, j'ai du mal à comprendre qu'on ne me dise pas les choses. Moi je peux comprendre tout à fait qu'on puisse avoir des problèmes, je veux dire c'est humain, qu'on puisse pas payer, ça peut arriver, enfin je veux dire ça pourra nous arriver, enfin ça aurait pu nous arriver aussi, enfin peu importe, ça peut arriver à tout le monde, parce qu'il n'y a rien qui est acquis dans la vie, mais alors qu'on nous mente, ça j'ai vraiment du mal. Je préfère qu'on soit transparent, qu'on me dise j'ai un souci, ok, on essaie d'en parler, et ça nous est déjà arrivé, et puis auquel cas on a trouvé une solution, tout est rentré dans l'ordre, il n'y avait pas de souci. Mais alors que derrière on nous fasse croire monts et merveilles, et c'est récurrent, etc., et qu'on nous mente, ça j'ai un petit peu de mal. C'est clair qu'au niveau des excuses, on a eu un peu tout. Hein. C'était ouais, je vais trouver du travail, là j'ai pas été payé, mais ça va pas tarder. Il y en a même un qui nous avait dit oui, j'ai pas encore ma paye, alors qu'il était licencié. Donc il y a plusieurs choses. Après attention, là on vous parle du côté négatif de l'immobilier parce que ça en fait partie. On entend trop souvent que du positif. Alors oui, ça peut rapporter. Il y en a, attention. Voilà, oui, non mais c'est pour ça. Ça peut rapporter gros. Ça rapporte gros. Si vous achetez de la bonne manière, etc., il n'y a pas de souci. Mais là, ce qu'on voulait vous montrer, c'est vraiment l'autre côté. Ce qui fait partie aussi de l'investisseur immobilier, c'est important d'en avoir conscience, que ce soit les travaux de réhabilitation, de rénovation, le côté humain, parce que clairement, vous gérez de l'humain en face de vous, vous avez des locataires, donc forcément, il peut y avoir des aléas, des impondérables, des personnes de mauvaise foi, mais aussi de très bonnes personnes. Et dans le lot, dans ce qu'on détient au niveau des appartements, bien évidemment, on a une plus grosse partie de bonnes personnes, bien sûr, mais voilà, il y a une infime partie qu'il faut connaître. Donc un mindset à tout époque, je sais que c'est facile à dire, hein, mais c'est l'expérience qui va faire en sorte, moi il y a des choses que j'arrive pas à passer, où j'ai pas de patience, et Women Invest, à contrario, elle est très très patiente et elle arrive à me canaliser. Voilà, parce que il faut travailler sur ses faiblesses de façon à pouvoir y arriver. Alors pour on va vous donner quelques astuces, quelques arguments à mettre tout de suite en place de façon à éviter d'avoir des problèmes et éviter de vous retrouver banqueroute face à ce genre d'individu. La première des choses, ça va être de diluer le risque. Diluer le risque, c'est quoi? C'est si vous avez besoin d'avoir 1000 € de rentrée locative, c'est de partir sur 3 fois 333,33, donc 333, donc 3 locataires qui vont vous payer 333 € par mois plutôt que d'en avoir un qui vous paye 1000. Donc la première chose, c'est d'aller plutôt sur des produits d'investissement comme les immeubles de rapport où vous avez plusieurs appartements à l'intérieur. Si vous avez 3 appartements, il y en a un qui ne paye pas, il y en a toujours 2 qui ne payent pas. Auquel cas, ça veut dire que vous êtes bon. S'il y en a 3 qui ne vous payent pas sur 3, c'est que c'est vous qui êtes mauvais. Là, il faut se remettre en question. Ah bah là, c'est que ça n'a pas été acheté au bon endroit, je pense. Et ça n'a pas été acheté au bon endroit. Deuxième chose, peut-être de la location courte durée, vous êtes payé avant que les gens arrivent, et puis on peut dire que vous avez une dilution du risque qui est maximum, vous avez un potentiel de 30 locataires par mois, sur un mois de 30 jours, un par jour,
30 locataires. Donc, et puis comme vous changez, oui, justement par rapport à ça, comme vous changez de locataire régulièrement, il n'y a pas cette gestion d'humain que vous pourriez avoir sur une location constante, même s'il faut de tout, encore une fois, voilà, on a de tout, c'est important. De faire que de la LCD. Enfin voilà, pour nous en tout cas, on n'irait pas faire que de la LCD. Il faut des locaux pro, il faut de la location en meublé, de location pérenne, il peut y avoir de la location nue en fonction de la stratégie d'investissement, il faut de la location courte durée en fonction des lieux où vous avez investi et si ça s'y prête bien sûr. Bien sûr. Il peut y avoir de la colocation également en fonction du lieu, pareil, ce qui permet de diluer le risque et d'avoir plusieurs rentrées d'argent. D'ailleurs tout peut être dans un seul et même ensemble. Je sais que par exemple on a un immeuble, nous où on a un local qui est loué à des professionnels en bail 3-6-9, 3 ans, 6 ans, 9 ans, bail ferme. On a également de la location pérenne au mois, on a 2 F3 en location pérenne et on a 2 F2 qui sont loués en location courte durée. Ouais, et un prochain F2 qui sera également en location courte durée. Exactement, donc, et un prochain local qui sera par la suite, réhabilité. Dans le même ensemble, vous pouvez diluer la dilution, vous pouvez très bien avoir plusieurs locations. Qui vont vous permettre de faire en sorte que si le local pro il a des difficultés, vous avez encore tous vos particuliers qui payent pour vous. Si vous avez un particulier qui a du mal, vous avez le local pro qui est là et qui paye en plus une partie de la taxe foncière. Exactement. Donc ça vous permet vraiment de tout diluer. Ce qui maximise aussi la rentabilité forcément de votre investissement, puisqu'il y a une partie des charges que vous redistribuez au local pro en fonction de sa superficie. Exactement. C'est un peu comme en bourse, comme tu le fais toi, où tu achètes tous les mois. Ce qui te permet de pouvoir lisser ton prix d'achat. Donc la bourse, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Comme tu l'achètes tous les mois, finalement, tu te retrouves avec les meilleures conditions. Ça moyenne mon prix de revient, ouais. Ça moyenne le prix de revient. Donc première chose, ça va être la dilution du risque, qui est très important. Deuxième chose, ça va être constituer son matelas de trésorerie. Ça, tu peux nous en parler? Oui, comme vous l'avez compris, voilà, il y a des aléas dans l'investissement immobilier. Donc il faut pouvoir finalement surmonter ces aléas et ça peut avoir un coût. Et clairement, si vous avez mal géré votre trésorerie, ça peut être vite un gouffre et avoir des conséquences compliquées. Ce pourquoi quand on investit, il faut être toujours dans une projection, jamais vivre ou du moins de gérer au jour le jour. Et c'est important de pouvoir être dans une projection en cas de vacances locatives, en cas de loyer impayé, en cas de travaux, de rénovation. Il faut savoir que quand on a des biens immobiliers, il y a une vétusté, il faut changer un ballon, vous avez un locataire qui vous rend... Les peintures des parties communes. Voilà. Il faut toujours et bien gérer sa trésor, c'est important. Donc tout ce que vous allez percevoir tous les mois, il faut en garder une partie justement pour les aléas, pour le paiement des impôts, des taxes diverses et variées, enfin voilà. Ça c'est important. Pour tous ceux qui sont en SCI, ils ont un compte dédié. Est-ce que tu conseilles pour ceux qui sont en nom propre d'avoir un compte séparé du compte courant? Oui, moi déjà pour la comptabilité c'est beaucoup plus simple. Quand vous donnez, alors si vous le faites gérer par un comptable, si c'est par exemple du LMNP, si vous êtes en propre, vous avez tout intérêt, et je le recommande fortement, d'avoir un compte dédié à cet immeuble ou à cet appartement, parce que même pour la compta, de façon à qu'elle puisse s'y retrouver, vous quand vous commencez à préparer votre comptabilité aussi, et puis ça permet de savoir où vous en êtes sur la gestion. En tout cas, nous c'est ce que l'on fait. Et même pour, j'imagine, demander un nouveau crédit à la banque. Ça permet de tout dissocier. Ça peut être intéressant de dire voilà mes relevés de compte perso, voilà les relevés de compte de l'immeuble qu'on a acheté ou de l'appartement que vous avez acheté. Oui, non, il faut vraiment tout dissocier, ça c'est important. Donc matelas de trésorerie, au moins 10-12 mois d'avance. C'est bien, alors bien évidemment au démarrage, vous allez commencer comme tout le monde au démarrage, mais au fur et à mesure, voilà, gonflez votre matelas de trésorerie par rapport à cet investissement là que vous avez fait, de façon à n'avoir aucun... on va dire, être rassuré, en tout cas être plus serein. Si demain il doit arriver quelque chose, en ce qui nous concerne, c'est le cas, il manque un locataire, un problème d'impayé, des travaux, on n'est pas stressé puisqu'on a suffisamment sur le compte lié à ces investissements pour pouvoir subvenir aux impondérables. D'ailleurs, on le sent en ce moment parce qu'on a une locataire qui ne nous paye pas, donc elle devrait être expulsée parce qu'on a été au bout au mois d'avril et elle ne nous paye pas depuis un an, quoi. Exactement, et dans ce même immeuble, c'est le même cas qu'on vous a parlé précédemment, de la personne qui nous a laissé l'appartement du jour au lendemain, pas de préavis, rien. Donc ça fait partie également du même immeuble. Alors que dans cet immeuble, on a un local et on a d'autres locataires qui nous payent, qui nous permettent d'être en opération blanche, c'est-à-dire zéro, donc pas de cash flow, mais l'immeuble s'autofinance, donc le crédit est payé par les autres locataires. Donc voilà, on est en opération, Autre argument qui va vous permettre de pouvoir empêcher ce genre de banqueroute, ça va être d'acheter, autant que faire se peut, des immeubles ou des appartements sans les locataires présents à l'intérieur.
Oui. Déjà, vous allez pouvoir avoir une décote, puisqu'un appart ou un immeuble se vend moins cher, entre 15 et 20% moins cher, si il y a déjà des locataires à l'intérieur. Donc si vous achetez avec des locataires à l'intérieur, attention, négociez bien. Maintenant, nous on conseille vraiment d'acheter sans, de façon à ce que ce soit vous qui fassiez le casting. Exactement. Alors, il peut y avoir deux façons de voir les choses. C'est vrai que le fait d'acheter sans, ça vous permet vous de choisir les locataires. On vous parle de notre expérience, encore une fois, dans ce fameux immeuble. Nous n'avions pas choisi nos locataires, ils étaient dedans. On a misé beaucoup par rapport à l'emplacement et au devenir de cet immeuble. Je pense que derrière, il va prendre beaucoup parce qu'il est très bien placé. Il est en hypercentre. Il est en hypercentre et on a des projets sur cet immeuble plus tard quand on pourra le faire en tout cas, notamment par rapport au local, et ça influera forcément sur les logements qu'il y a à côté. Mais du coup, on n'a pas choisi les locataires et il s'avère que quand on ne choisit pas les locataires, voilà, on hérite du bon et du moins bon. Alors ça ne veut pas dire pour autant que quand vous choisissez votre locataire, vous n'aurez jamais de problème, on est bien d'accord. Mais en tout état de cause, là, c'est vrai que ça a été une problématique dès le démarrage. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir la stratégie également d'acheter déjà loué. En fonction de quand vous vous situez dans votre investissement, parce que ça peut rassurer la banque lorsque vous cherchez un financement. Même se rassurer soi. Voilà, se rassurer soi, exactement, parce que quand vous signez chez le notaire, vous savez immédiatement que le mois suivant, vous êtes censé avoir les loyers qui tombent directement sur le compte. Donc ça peut être rassurant pour le financement, d'autant plus que vous allez le faire signifier auprès du notaire dans le compromis. Donc c'est justifié, c'est noté, et lorsque vous allez voir l'organisme bancaire, il va le voir apparaître, il va le notifier, et dans l'argumentaire, lorsqu'il va présenter le financement, ce sera plus rassurant et pour vous et pour lui-même. Mais voilà, il y a du bon côté et il y a du moins bon côté. Exactement, alors il y aura des choses à vérifier, on vous refera une vidéo, ce qu'il faudra vérifier qu'effectivement tout le monde a versé son dépôt de garantie, qu'il y a bien des garants, etc. Donc il y a tous les baux à contrôler. Oui, parce que quand vous passez chez le notaire, vous allez récupérer forcément les loyers à venir et vous allez récupérer également tous les dépôts, dépôts de garantie. Autre argument qui peut être intéressant pour éviter ce genre de problème, c'est de passer par une agence, alors si le cash flow nous le permet, forcément. Oui, alors notamment déjà quand on n'habite pas à côté, forcément il va falloir savoir déléguer, mais quand vous allez rechercher le bien, il faudra l'inclure également dans le calcul de la rentabilité, puisque le fait de déléguer, ça a un coût. Bien sûr. Maintenant, le fait de passer par une agence, c'est vrai que vous allez avoir des locataires qui vont faire plus attention, parce que là ils n'ont pas affaire aux propriétaires en direct, donc avec l'agence ça peut mettre une pression supplémentaire. De plus, l'agence elle va prendre des garanties supérieures qu'un propriétaire ne fera peut-être un peu moins ou différemment. Maintenant voilà. Et puis du coup l'agence, quand le locataire va chercher l'appartement, il va payer dépôt de garantie, il va payer des frais d'agence qui sont souvent au moins d'un mois du montant du loyer. Donc on peut imaginer qu'effectivement le fait d'avoir un intermédiaire, ça crédibilise, et puis ça finalement la personne qui est capable de mettre 3 mois de loyer d'avance, que c'est ça, un mois de dépôt de garantie, 1 mois de loyer et 1 mois pour l'agence. On peut imaginer qu'elle est d'un profil un peu plus safe que si vous preniez en direct. Donc, les garanties de loyer impayées, par contre, ce sont des frais supplémentaires. Entre 7 et 10% pris par l'agence. Donc si vous avez un cash flow qui est tout juste, ou si vous êtes sur une opération qui est très peu rentable, ça peut aussi vous mettre dedans. Donc attention, le prix du confort a une certaine valeur. Maintenant, voilà, complètement. Donc il faut le prendre en compte simplement, c'est quand vous allez acquérir le bien, c'est de le prendre en compte dans le calcul de la rentabilité, de façon à ne pas vous faire avoir et que vous ne soyez pas surpris justement par ces divers frais. Maintenant, oui, ça peut être rassurant et pour vous parce que vous déléguez tout, vous n'avez rien à gérer et donc pas d'humain et pas de problématique puisque c'est l'agence qui gérera tout. Maintenant, voilà, il y a un coût à ça, le fait de déléguer. Exactement. Autre argument, on avait noté et on le remarque nous, de ne pas laisser envenimer la situation. L'idée c'est d'interagir très vite. Quand on dit très vite, c'est que si, et je sais que Womanivest, ça elle le suit bien, on sait que par exemple sur un appartement, le locataire nous envoie son loyer tous les 15 du mois par exemple. C'est suivant les locataires, il y en a c'est le premier, il y en a c'est le 5, il y en a c'est le 7, il y en a c'est le 10, il y en a c'est le 14, on en a pendant tout le mois comme ça. Si au 20 du mois vous n'avez rien, on vous conseille déjà de rentrer en contact avec le locataire. Ouais, moi c'est ce que je fais, donc je suis assez, je
fais très attention à ça parce que je sais quand ils nous versent. Et d'ailleurs, ça nous est déjà arrivé, je l'ai senti. Et le 15, j'avais rien. J'ai envoyé un message, oui, j'ai eu un décalage de salaire, etc. Je le sentais pas et en effet, il avait perdu son emploi. En plus de ça, bon, bah voilà, encore un avec qui on a récupéré l'appartement dans un état un petit peu pas terrible, mais c'était... C'est que les meubles étaient abîmés, quoi. Oui, voire cassés. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Mais en tout état de cause, le fait d'avoir été derrière, bon bah voilà, 2 semaines après, on s'est arrangé, il est parti du logement, on a fait l'état des lieux et on a retrouvé un locataire dans la foulée. Voilà, et là, c'est vraiment parce qu'on avait été très vite, parce que le temps, il jouait pas en notre faveur. On aurait attendu, il n'aurait jamais eu de salaire, mais il aurait joué la montre et puis il serait parti de la même manière, mais peut-être 2-3 mois plus tard. Exactement. On aurait juste perdu 2-3 mois de loyer, alors que là, on était encore dans le mois où le dépôt de garantie pouvait couvrir. Alors ce qui s'est passé, c'est comme il y avait des meubles qui étaient cassés, le dépôt de garantie, nous l'avons gardé pour pouvoir racheter les meubles, donc sous facture, etc., pour pouvoir remeubler le logement. Donc on n'a pas perdu grand chose, on a dû perdre 10 jours, peut-être 15 jours maximum de loyer, donc ce qui est très peu, hein. Vous verrez, en tant qu'investisseur, 10 ou 15 jours, c'est vraiment très peu. Voilà, donc tous ces arguments sont vraiment à mettre en place. Argument numéro 1, mindset. Argument numéro 2, comme vous l'avez vu actuellement, agir très très vite, de façon à ne pas vous faire avoir et ne pas être victime, hein. Vous êtes des propriétaires, c'est un rapport gagnant-gagnant. Vous achetez au travers d'une banque un bien, vous le proposez à un locataire qui va en jouir et qui vous paye pour ça. Donc il faut que lui, il ait un bien digne de ce nom, avec les équipements et puis qu'il soit chauffé et tout aille bien. Et en retour, vous devez être payé à votre juste valeur. Donc il va falloir vraiment passer du temps là-dessus parce que, encore une fois, si vous laissez faire la situation, elle n'ira jamais en votre faveur. Exactement. Donc il faut être aussi dans la communication, bien sûr. Après, avec des personnes, ça se passe très bien. Encore une fois, des impondérables, il peut y en avoir. Il y en a toujours. Voilà, les personnes ne choisissent pas forcément leur situation, ce qui peut leur arriver, s'ils peuvent être subis par un licenciement, par un décalage de trésor ou autre problème. Il faut savoir être humain également, mais ne pas se faire prendre pour des personnes que l'on n'est pas en tout cas. Alors, et vous, comment êtes-vous? Comment agissez-vous avec vos locataires? Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà vécu ce genre d'aventure. Encore une fois, on vous le dit, on n'est pas là pour noircir le tableau, mais on n'est pas là non plus pour s'inventer une vie. On peut gagner beaucoup d'argent dans l'immobilier, il n'y a aucun problème avec ça. Gros gain, grosse perte, petit gain, petite perte. Donc on peut gagner beaucoup d'argent dans l'immobilier, mais il faut aussi être conscient qu'il existe une réalité et que la réalité, c'est aussi quelquefois tomber sur des locataires qui ne sont pas forcément ceux que vous imaginiez du départ. Si vous avez apprécié cette vidéo, on vous laisse nous mettre un petit pouce vers le haut, à s'abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir toutes ces vidéos en priorité. On vous a fait un petit quiz. Oui. Un petit quiz pour vous, pour savoir quel genre d'investisseur vous êtes, si vous avez un bon niveau ou si vous avez un niveau sur lequel vous pouvez encore travailler. Il est dans la description tout en bas, c'est complètement gratuit. Vous mettez votre prénom, votre mail. Attention, ne vous trompez pas dans le mail, sinon vous ne recevrez pas les réponses qu'on a fait. On vous a fait une vidéo réponse. Oui, une vidéo réponse. Ouais. Regardez ça. Et puis on vous met également un lien des prochains événements qu'on organise. Vous le savez, on organise des événements en physique pour vous expliquer comment passer à l'action, comment faire en sorte pour soit avoir un complément de salaire avec votre immobilier, soit préparer votre retraite, ou alors vivre complètement de votre immobilier pour les plus ambitieux d'entre vous. On était très content de vous retrouver encore aujourd'hui. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao. Totalement novice dans le domaine et ça me permet d'améliorer mes compétences immobilières, voilà, de découvrir un petit peu ce qui se fait et sur quoi je pourrais partir moi quand je vais commencer à investir dans l'immobilier. On ressent vraiment qu'ils ont envie de nous aider et c'est vraiment quelque chose qui m'a plu aussi dans leur formation.
que vraiment vous allez apprendre énormément de choses. Vous allez peut-être aussi mettre vos croyances limitantes de côté. Il faut savoir oser. Il faut savoir oser faire un pas en avant pour justement mettre parfois ses certitudes à mal. Mais c'est surtout pour notre bien. Voilà. Hyper bienveillants et ils sont toujours là pour répondre à nos questions, surtout quand il y a des urgences et qu'on a des grosses problématiques.